Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quitte le Woman Dream. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode tout en douceur puisque cette semaine on va parler d'actualité. On va se demander si on va vivre ou pas une fin d'année apocalyptique. Juste avant de commencer l'épisode, pensez à vous abonner au podcast pour être informé de la sortie des nouveaux épisodes. Également à mettre 5 étoiles au podcast sur la plateforme sur laquelle vous écoutez, que ce soit Spotify, Podcast, Google Podcast. Vraiment ça nous aide et on vous en remercie. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram. Allez, on lance tout de suite l'épisode et juste avant, jingle. J'espère que vous allez bien, nous on est très en forme, on est très content également parce que pour une fois, d'habitude on a toujours des boom anecdotes à vous raconter sur des dingueries qui nous arrivent et là pour une fois on a pas mal de choses qui se sont réglées. Oui, qui se sont réglées et surtout il nous est pas arrivé cette semaine de grosses... Oui, on n'a pas eu de problème non plus surtout et on en a donc, quand même pas mal qui se sont réglés. vraiment réglés, donc on va pas trop rentrer dans les détails, on en a Mais déjà longuement parlé. Rien d'aberrant cette semaine, rien d'aberrant. Rien à dire, bon mais tant mieux. Mais par contre, la boom anecdote que je pense tout le monde a vécu, c'est de se positionner sur le conflit israélo-palestinien à la machine à café le matin avec ses collègues. Sujet très glissant qu'on n'abordera pas, mais ça nous fera une excellente transition parce que cette semaine, on va parler d'actualité. C'est vrai qu'on on en avait un petit peu parlé d'actualité tout au long des épisodes, mais on n'avait pas fait d'épisode dédié. On s'est dit qu'il se passait quand même beaucoup de choses en cette fin d'année, que ce soit sur les marchés financiers, sur le marché des cryptos et surtout sur le marché de l'immobilier. Donc c'est l'occasion de faire un peu un point à tout ça, de voir un peu en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, comment est-ce qu'on peut se positionner. Et d'habitude on prend beaucoup d'avance sur les épisodes, ça dépend des fois, mais on essaye en tout cas d'avoir toujours entre 7 à 10 jours d'avance parce que ça nous permet de pas être dans le rush pour le publier à temps tous les lundis. Et là cette semaine malheureusement on a été un peu malades tous les deux, enfin surtout moi le week-end dernier, donc on n'a pas pu l'enregistrer une semaine avant comme on a l'habitude. Donc là on vous fait l'épisode du lundi le jeudi. Et au final tant mieux parce qu'il s'est passé quand même des grosses actualités. On en a reparlé tout à l'heure de ce fameux conflit au Moyen-Orient. Et ça va nous permettre au moins de vous donner une actualité au plus proche du marché au moment où on va vous faire cet enregistrement. On va commencer d'abord par l'immobilier et ensuite on fera les deux autres sujets. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'immobilier là en cette fin d'année ? C'est la fin de l'immobilier. Non, je connais. Ça, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit partout à la télé, sur les chaînes YouTube. Bah, les taux, ils continuent de monter quand même pour l'emprunt bancaire. Ah oui, bancaire. ils continuent énormément de monter. Donc, je sais pas si vous avez, si c'est des choses que vous regardez sur Internet ou si peut-être vous êtes en train de faire un projet et de faire des acquisitions immobilières et donc que votre banquier vous envoie une simulation. Mais là, très clairement, pour les taux des résidences principales, on a largement passé les 4%. Normalement, vous devez vous diriger vers les 4% et demi si vous faites des demandes au mois d'octobre. Et sur, par exemple, les professionnels, maintenant, ils empruntent entre 5,5 et 6. Ce qui est beaucoup. Donc, ce qui est énorme. Ça coûte très cher, en fait. Et si jamais vous êtes un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que vous allez faire un projet en SCI pour du locatif, par exemple, vous allez être entre 5 et 5,5. Donc, on est quand même passé de 1% à 5% en un peu plus d'un an et demi à peu près. Les taux avaient commencé à remonter au mois de mars 2022. Donc voilà, ça fait 1 an et demi et ça a sacrément monté. Et ça a quand même un impact très significatif sur le pouvoir d'achat des investisseurs. On parle des investisseurs immobiliers, mais même les gens qui veulent acheter leur résidence principale. Et tout le monde nous disait que le marché allait s'effondrer parce que ce qui avait entretenu la bulle, c'était la baisse des taux de l'immobilier. Au final, ça n'a pas du tout été le cas. Non. Après, il y a quand même 20% de transactions en moins, mais transactions quand même au final. Plus que ça. Mais ça, justement, on va le voir dans le détail, les chiffres, parce que ça aussi, c'est des chiffres qu'on bombarde dans la presse, au détour d'une vidéo YouTube, ou si vous avez le malheur d'allumer la télé, de regarder M6 ou TF1, on risque également de vous en parler là-dessus. Et en fait, là, pour l'instant, on est surtout sur un trou de liquidité sur le marché de l'immobilier. C'est-à-dire qu'en fait, les prix des transactions ont pas tant bougé que ça, et encore ça dépend vraiment des secteurs. Pour donner quelques chiffres, c'est surtout par exemple à Paris où ça a baissé de quasi 10%. Après, c'était tellement cher aussi que... De un, c'est très cher, donc quoi qu'il arrive, si on vous dit que le prix au mètre carré c'est 11 000 euros, que ça a baissé de 10%, vous êtes à peu près à 10 000 euros, ça reste très cher quoi. Donc peut-être que le vendeur il a perdu sur son bien 50 000 euros ou plus, parce que forcément 10% sur un marché avec des trop grosses valorisations, ça fait vite des énormes différences.
Mais de manière globale, dans le reste de la France, ça n'a pas tant baissé que ça. Ça a plus baissé dans l'ouest que dans l'est déjà, et plus dans le nord que dans le sud. Et on le voit notamment par exemple du côté de Nice, enfin toute la Provence, les prix continuent de monter. Sur un an glissant, on est toujours à plus 3%, donc pour eux ça baisse pas. Et pour ce qui nous concerne à nous, donc dans le golfe du Lion, Montpellier, Nîmes et un peu toutes ces zones-là, on est à plus 1% sur un an, donc ça n'a pas baissé non plus. Oui, donc du coup, faut faire quand même attention à ce qu'on nous dit. Ça baisse à Paris, mais pas spécialement dans le reste de la France. Exactement. À moins que vous soyez à Paris, que vous investissez à Paris, normalement, vous voyez pas trop la différence pour l'instant de la bulle immobilière qui éclate. Qui éclate, exactement. En tout cas, vous n'avez pas les moins 20%, c'est-à-dire vous ouvrez le Bon Coin, si vous l'aviez laissé il y a un an et que vous le rouvrez maintenant, vous trouvez que les prix n'ont pas beaucoup bougé et ils sont quasi similaires. En revanche, comme tu le disais, la problématique aujourd'hui, elle est sur les transactions. Alors effectivement, il y a les chiffres. Ça aussi, il faut se méfier dans l'immobilier parce que, étant donné que c'est très lent, en fonction de l'interlocuteur qui va vous donner un chiffre, ça fait une énorme différence. Parce que forcément, les agents immobiliers, eux, c'est entre guillemets les premiers concernés parce que eux, ils ont en fait les chiffres de combien de mandats ils rentrent, combien de mandats ils sortent, combien de temps ils vont mettre à faire une transaction. Ensuite, vous avez les notaires qui eux publient à quel prix s'est vendu le bien, parce que par exemple l'agent immobilier va vous estimer un bien, donc est-ce que la baisse de prix il la met sur son estimation ou est-ce qu'il l'a calculé d'une autre manière. Je pense que le plus fiable pour regarder les prix, c'est quand même les chiffres des notaires qui sont les moyennes des transactions qui ont lieu en fonction du nombre de mètres carrés et de la zone. Et ce qui est très important aussi, c'est les banques. Parce que le marché immobilier, je pense que c'est à peu près 70 ou 80% des acheteurs qui font des prêts immobiliers. Donc on voit que c'est quand même quasiment l'intégralité du marché. D'ailleurs, si vous préparez un prêt immobilier en ce moment, vous allez avoir des conditions quand même, c'est-à-dire que généralement ils demandent énormément de cash quand même au niveau de l'apport, j'entends. Et vous allez voir que c'est de plus en plus compliqué et voire des fois impossible. On se demande s'ils nous proposent pas, genre 20% d'apport juste pour nous dissuader de faire le prêt. Oui, mais en vrai c'est possible parce que le chiffre qui est le plus impressionnant là sur l'année 2023, en fait c'est le nombre de dossiers acceptés par les banques. Et ce chiffre-là, vous l'avez par la Banque de France. Donc c'est la Banque de France qui publie tous les trimestres le nombre de dossiers de prêts que les banques françaises ont déclarés et le montant qui a été débloqué en face. Et en fait on voit qu'on est à moins 60% sur l'année 2023 par rapport à l'année 2022, donc sur les 9 premiers mois. Et c'est colossal, sachant déjà que l'année 2022 il y avait eu moins de dossiers qu'en 2021. Donc on voit quand même que les banques ont énormément moins prêté. Et ça s'explique de manière assez logique parce que si vous voulez, la banque en fait, elle est obligée de vous bloquer un taux au moment où vous allez la voir. Le problème c'est que étant donné que l'immobilier est lent, quand elle va vous débloquer le prêt, il va se passer 3-4 mois, le temps qu'en fait elle vous fasse le dossier, que vous repassez chez le notaire, parfois il y a des retards, et ensuite si vous achetez le bien, si vous avez des travaux, le prix des travaux vous le débloquez pas tout de suite, vous le débloquez seulement quand les travaux sont finis pour payer les factures. Donc en fait vous avez tous des décalages qui se mettent en place, et quand les taux sont en train de monter, en fait la banque elle va par exemple vous bloquer un taux à 3%, et en fait au moment où elle veut vous débloquer l'argent, en fait le taux il aurait pas dû être de 3%, il aurait dû être de 3,5 ou de 4%. Et c'est ce qui fait qu'en fait elles sont très frileuses à vouloir vous faire des financements. Puis il y a une chose aussi, c'est que toi tu travailles en banque et vos objectifs commerciaux ont changé. Avant c'était le crédit et maintenant ça l'est plus du tout. Donc Enfin, c'était pas que le crédit, on a toujours eu cette ambivalence. Une banque elle doit collecter pour pouvoir faire du crédit. Mais c'est vrai que moi je me souviens encore, on me décrivait il y a 2 ans en arrière, on me disait que en fait notre service trésorerie avait trop d'argent, qu'il fallait absolument trouver des moyens presque de s'en débarrasser parce que la banque avait trop d'argent et qu'elle en collectait trop, et surtout que comme les taux étaient à zéro, en fait plus elle en collectait et moins ça l'arrangeait. Et là on est tombé dans le paradigme totalement inverse, c'est-à-dire que la banque dit je prête le moins possible mais par contre il faut que je collecte le maximum d'argent, parce que alors qu'avant les taux étaient à zéro et que les banques pouvaient se permettre de prendre ce qu'elles voulaient auprès de la banque centrale, là c'est un peu plus compliqué. Déjà que forcément la banque centrale a un petit peu arrêté avec son mécanisme de quantitative easing d'alimenter le marché. Naturellement tous les institutionnels qui ont besoin de beaucoup de liquidités ont plus de mal à en avoir. Et si vous voulez, quand vous êtes une banque, vous pouvez pas vous permettre de trop acheter sur le marché, parce que quand vous achetez trop sur le marché, c'est ce qui est arrivé aux banques américaines au mois de mars. En fait, vous envoyez un mauvais signal que vous n'avez pas suffisamment d'argent dans vos caisses. Et pour une banque, ne pas avoir assez d'argent dans les caisses, c'est la route vers la faillite directe. Donc c'est pour ça que chaque banque doit faire assez attention pour ne pas trop prêter, collecter beaucoup et juste aller chercher sur les marchés ce petit différentiel qu'elle va avoir entre la quantité d'argent qu'elle aura collecté et la quantité d'argent qu'elle aura prêté. Juste pour qu'on se donne une idée, du coup, tu as fait combien de dossiers de crédit là depuis les 3 derniers mois ?
Ah oui. Comparé, même on va prendre sur l'année 2023. Sur l'année, ouais. Par rapport à 2022. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année 2022, pour moi, après, c'est là, on est passé du macro au micro, hein, donc on est passé du régime, du marché global des banques à mon cas particulier de banquier privé. Mais c'est vrai que pour moi, l'année 2022 avait été une très très grosse année. J'avais fait 3 fois mon objectif en crédit, j'avais fait 50, 60 dossiers. Enfin, vraiment, c'est énorme. Faut savoir que moi, ma moyenne annuelle en général, c'est 20-25 dossiers à peu près, c'est 2 dossiers par mois parce que nous, moi je suis quand même sur une cible de clients qui est très fortunée, donc c'est des gros dossiers, donc forcément on n'en fait pas à l'appel, c'est plutôt 2 dossiers par mois à peu près. Et sur l'année 2022, honnêtement ça a été un enfer sur le crédit, ça débordait de partout. En 2023 du coup En 2023, je pense que je suis à moins 80%. C'est-à-dire que je suis passé de 60 dossiers à, j'ai dû en faire 8 peut-être depuis le début de l'année. Et tes clients ils restent chez toi du coup? Oui, parce que la réalité, c'est que déjà, il y en a beaucoup qui ont reporté des projets parce que on était sur parfois une cible d'emprunteurs qui achetaient tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils voulaient faire des investissements locatifs pour aller chercher du 4% de rendement. Et que, forcément, avec un taux à 5, quand on va aller chercher du 4% de rendement, ça matche pas. Ou alors, il faut faire plus d'apports, ce qui est pas forcément le cas. Ou en tout cas, on se dit, non, mon cash, je préfère le placer à 4 ou 5% sur de l'obligation sans risque plutôt que d'aller le mettre dans de l'immobilier, sachant que ça demande quand même du temps, qu'il y a peut-être derrière un risque de contrepartie avec un locataire qui payera pas, donc ou pas, hein, bon ça peut être un risque à prendre. Donc c'est pour ça que le différentiel entre ce qu'on pouvait aller gagner dans l'immobilier par rapport à d'autres classes d'actifs comme les obligations qui avant rapportaient quasiment zéro et maintenant on rapporte 5, 6, 7% en fonction de la qualité de l'émetteur, naturellement on se dit je vais faire moins d'immobilier et plus de financier. Effectivement c'est le cas de ma cible de clientèle. Après il y a ceux aussi qu'on n'accompagne pas. Et ça arrive notamment, le crédit, c'est un gros moyen quand on est banquier de rentrer du prospect, c'est-à-dire des nouveaux clients. Et là, c'est vrai que on a fait beaucoup moins de nouveaux clients parce que on nous a dit clairement, aller chercher des nouveaux clients sur le crédit, ça nous intéresse pas. Oui. Okay. Et je dirais que ça fait partie du jeu parce que une banque, ça reste quand même une entreprise, elle doit, quoi qu'il arrive, être rentable, donc elle peut pas se permettre de, entre guillemets, faire des dossiers à perte. Et malheureusement, c'était une année qui était très difficile pour les banques de rentabiliser le crédit. Mais ça va s'inverser. Hein. Oui, j'allais te demander du coup tes prévisions pour 2024. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas rester avec des taux qui vont monter jusqu'à 10 Alors pour l'instant, la baisse des taux, elle est pas encore actée. Donc là, on refait un peu plus de macro, on repart un petit peu sur les banques centrale et sur la politique des taux qui influence forcément le marché immobilier. Là pour l'instant on arrive vers la fin des baisses des taux, on ne sait pas encore si la Fed fera encore peut-être une augmentation de taux d'ici la fin d'année, la Banque Centrale Européenne encore une ou deux, et probablement que ça commencerait à baisser à partir de l'été 2024. Donc c'est pas dit qu'on reparte comme en 40 sur la production de crédit et déjà sur le marché de l'immobilier parce que les taux vont rester élevés. En revanche, les banques vont un peu se détendre parce qu'une fois qu'on dira aux banques non, les banques centrales n'augmentent plus les taux, les banques commerciales vont se dire ça y est, je peux recommencer à faire du crédit à marge positive sans avoir le risque d'une augmentation de taux dans la durée du dossier. Et du coup, pour nous investisseurs, on peut tirer quel avantage de tout ça? Alors, est-ce qu'on va tous être ruinés? Ça, c'est vrai que c'est une question que je pense que tous les investisseurs immobiliers se sont posés. Ouais. Nous-mêmes, on se l'est posé, c'est de se dire les taux augmentent très fort. Est-ce qu'on n'attendrait pas, on reporterait pas notre projet d'1 an, 2 ans, que les taux redescendent un peu? Est-ce que ça vaut le coup d'aller encore se positionner sur de l'immobilier avec des taux qui vont dépasser les 4%, voire les 5%? C'est énorme, hein. Il faut savoir que votre mensualité entre un taux à 1% et un taux à 5%, elle double quasiment, donc c'est pas du tout le même. Et votre cash flow que vous pouviez avoir, que vous recherchez en tant qu'investisseur immobilier, il peut carrément passer négatif avec des taux aussi élevés. Et en réalité, il n'y a pas de règle, il n'y a pas une stratégie à appliquer. Ça va vraiment dépendre de chaque cas, de votre situation personnelle et surtout de vos objectifs d'investissement. Parce que par exemple, nous dans notre cas, on s'est dit ok, les taux augmentent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à investir. Par contre, on va être beaucoup plus sévère sur la qualité des biens qu'on va vouloir acheter. Par exemple, on se contentera plus d'un beau 9% ou d'un petit 10%. On veut du 13, on veut du
14%, pardon, on veut du 15% même sur certaines opérations. D'ailleurs, sur notre compte Instagram, on a publié l'opération qu'on a fait sur des locaux commerciaux, un peu plus de 14% de renta sur les chiffres qu'on voit. C'est des chiffres nets en plus qu'on a mis. Donc voilà, c'est ce type de rentabilité qu'on va aller chercher sur nos investissements. Et là, quand on va chercher du 12, du 13, du 14% de rendement sur un bien immobilier, même avec un taux à 5, on est gagnant. Le différentiel, il est sans équivoque. Et sachant qu'en plus, on s'est dit que probablement que quand les taux commenceraient à j'allais te dire, est-ce qu'on restera ad vitam aeternam à 5% dans le pire des cas? Bien sûr que non. Donc, renégocier. Je dirais même que, tu vois, c'est au-delà de ça. C'est pas de se dire les taux vont forcément rebaisser, c'est surtout de se dire qu'il y a deux solutions. Hein. C'est comme c'est comme tout marché financier, soit les taux montent, soit les taux baissent. Si les taux rebaissent dans un an, c'est très bien. On envisagera peut-être de renégocier notre prêt, c'est-à-dire qu'on aura acheté du 14% à 5% d'intérêt, mais qu'on gardera notre 14% de rendement sur les loyers, mais que par contre on arrivera à renégocier 3%, 2% peut-être sur nos taux d'intérêt. Ou alors les taux ne vont pas rebaisser, ils vont rester élevés, et à ce moment-là, de toute façon, puisqu'ils vont rester élevés, on va pas s'arrêter de faire des achats immobiliers. Donc dans tous les cas, on continue nos investissements et on se fait à ces nouvelles conditions d'emprunt. Et tu penses du coup qu'on peut trouver des bonnes affaires du coup avec peut-être les gens sont un peu plus frileux à pas avoir leur financement, tu vois ce que je veux dire? Justement, c'est là où il y a vraiment un game changer encore pour les investisseurs immobiliers qui sont malins. C'est qu'on avait commencé cette partie immobilière en vous parlant du nombre de transactions, des prix. Et c'est vrai que le marché, il a pas tant bougé que ça au niveau des prix. Ce qui se passe, c'est que vous avez énormément de vendeurs, qui se permettent d'être patients, de ne pas vendre tout de suite leurs biens et de se dire c'est pas grave, j'ai mis mon bien en vente à tel prix, pour l'instant ça part pas, je vais attendre quelques mois de plus, et au lieu de le vendre en 2-3 mois, je le vendrai en 6-9 mois. C'est ce que beaucoup se disent. Et effectivement, c'est ce qui explique qu'il n'y a pas des grosses baisses pour l'instant sur le marché immobilier, et en plus en face on a des acheteurs qui sont très attentistes et qui attendent avant d'aller se positionner et se dire justement les prix de l'immobilier vont un peu baisser, ça va être le moment d'attendre un peu avant d'acheter. Et en fait, pour les investisseurs malins, cette espèce de triangle qui se met en place, c'est là où vous allez pouvoir acheter des biens à la casse, parce que naturellement, vous allez forcément trouver des vendeurs qui vont être pris le couteau sous la gorge et qui vont forcément devoir vendre, et eux vont devoir faire des baisses de prix quoi qu'il arrive. Et particulièrement sur des biens qui vont pas être top. Par exemple, un appartement qui n'a pas été rénové, où il y a des gros travaux, ou alors une passoire énergétique où il va falloir refaire toute l'isolation, ou alors un bien où il y avait du potentiel, on pouvait en faire quelque chose, et effectivement, en période de bulle immobilière, en tout cas de marché haussier, on pouvait se dire il y aura bien quelqu'un qui l'achètera pour en faire un truc, et là forcément, il y a beaucoup moins d'acheteurs, les marchands de biens ils se cassent la gueule, il y a moins d'investisseurs, donc quelqu'un dans un projet qui aurait été un peu compliqué, là on se dit non, je vais passer mon tour et j'irai pas dessus, et naturellement le vendeur va se dire si, je veux vraiment que ça se vende, donc je vais baisser mon prix. Mais ça va pas être la majorité des transactions, et tant que ça sera pas la majorité des transactions, ça fera pas un gros impact sur la moyenne des prix de l'immobilier. En revanche, vous, en tant qu'investisseur, vous aurez beaucoup plus de facilité à négocier des baisses de prix sur les biens que vous allez sourcer, et c'est là où vous allez vraiment trouver des grosses rentabilités. Bon, du coup, on a fait une bonne mise au point actu sur l'IMO, du coup. On va passer au marché financier. Et du coup, je reviens par rapport à ce que tu disais en intro, comment le conflit en Moyen-Orient, ça peut influencer les marchés financiers. Et est-ce que du coup, c'est le moment de rentrer dessus ou pas ? Alors la vaste question qu'on peut pas répondre en une fois, effectivement on voulait faire un peu un point bourse, parce que déjà rien que sur l'actualité des taux d'intérêt, de l'inflation, il y a déjà pas mal de choses à dire, et en plus c'est ajouté depuis le week-end dernier cette histoire de conflit israélo-palestinien qui revient sur la table, et il faut savoir que vraiment sur, on va dire, l'économie mondiale, ça a quand même un impact assez significatif. Pourquoi ? C'est que en fait à chaque fois qu'on a un conflit au Moyen-Orient, il y a très souvent une augmentation du prix du baril de pétrole.
pour plusieurs raisons. Soit parce que la production de pétrole va être directement impactée, donc on peut penser à la Syrie, l'Irak qui sont des gros producteurs de pétrole, et quand il y a eu la guerre là-bas, ça veut dire des puits qui étaient fermés, des entreprises qui peuvent pas opérer comme elles le devraient, des problématiques de transport avec des raffineries, des ports qui sont pas sûrs, où les navires qui transportent le pétrole ne peuvent pas se rendre, voire même des tensions dans des détroits. On pense au détroit d'Ormuz face à l'Iran, où l'Iran peut décider de lancer des roquettes sur des bateaux, comme même elle l'avait déjà fait en plus en 2018 pour mettre, c'était à l'époque où il y avait des tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, et l'Iran avait lancé des roquettes sur des bateaux qui passaient au large du détroit d'Ormuz. Donc on voit quand même que l'approvisionnement mondial de pétrole est impacté dès qu'il y a un conflit au Moyen-Orient. Et le souci, c'est que le pétrole, en fait, c'est l'énergie. Et c'est l'énergie principale qu'utilise le monde aujourd'hui pour faire de la croissance économique et pour produire quasiment tout. Et forcément, si vous avez un prix du pétrole qui augmente, vous avez des prix de production qui vont augmenter pour tous les biens qui vont avoir besoin de pétrole, et tout simplement même l'électricité dans beaucoup de pays qui la fabriquent à base de pétrole, le carburant pour le transport, même pour les voitures des particuliers, des consommateurs, ça vient avoir un impact. Et en fait, on était dans une période où on parlait d'inflation, où justement les banques centrales avaient augmenté les taux parce qu'il y avait un retour de l'inflation. Et si maintenant vous avez le pétrole qui augmente de manière significative, naturellement, ça va faire augmenter ce fameux chiffre de l'inflation. Et ce qui veut dire que les scénarios qui ont commencé un peu à se dessiner pour 2024, avec une inflation qui commence à se calmer, avec des banques centrales qui vont redevenir un peu plus accommodantes et qu'on repartirait un peu pour un nouveau cycle comme on avait eu, on va dire jusqu'à 2020, avec des banques centrales qui baissent les taux petit à petit, qui arrêtent pas de dire qu'on est en dessous des 2% d'inflation, on vous dit qu'il n'y a plus d'inflation, et en tout cas, c'est vrai que les prix n'augmentent pas de manière significative. Ça, c'était le scénario qu'on voyait repartir, on va dire, pour la fin des années 2024, 2025, 2026, peut-être 2027. Et si maintenant on a un pétrole qui augmente de manière forte, rapidement, là, ça peut compliquer beaucoup de choses et on ne sait pas très bien où ça peut nous mener, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça, comme je venais de l'expliquer, ça remet en question le scénario qu'on s'était dit pour les années qui arrivent. Et en plus, parce que pour des économies typiquement comme l'Europe, un prix du baril trop cher, donc qui sera entre 80 et 100 $, c'est forcément une récession. Tout simplement pourquoi, c'est que pour beaucoup d'opérateurs, ça sera trop cher pour qu'ils puissent continuer à investir dans leur filière, et donc ça va compliquer énormément la production de biens de consommation. Même les services peuvent être impactés de manière indirecte. Enfin, ça va compliquer les perspectives économiques de l'Union européenne, et finalement ça va nous toucher directement, parce qu'on va peut-être se retrouver avec de l'inflation et pas de croissance, sachant que quand il n'y a pas de croissance, les entreprises n'augmentent pas les salaires. On prévoit un crash du coup ou pas ? Alors, sur l'aspect bourse, c'est encore plus compliqué parce que là, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Il y a tellement de signaux qui sont un peu contradictoires, sachant qu'on a une année 2023 qui a été quand même super compliquée. On s'est retrouvé avec un retour de l'inflation qui lançait les gérants plutôt sur ce qu'on appelle un petit peu les valeurs défensives. Donc notamment, il y avait les bancaires qui étaient revenus sur le devant de la scène parce que quand les taux remontent, elles augmentent leurs bénéfices, et c'est un peu une manière d'aller chercher des valeurs moins push, contrairement aux valeurs techno qui sont plutôt des valeurs de croissance qu'on va chercher quand les cycles économiques sont en expansion. On a eu quasiment une crise bancaire aux États-Unis avec pas mal d'établissements qui ont fait faillite, où tout le monde s'est dit mais finalement le secteur bancaire on va pas y aller. On a eu Crédit Suisse en Europe quand même, qui a finalement été sauvé in extremis par l'intervention de l'État suisse, et qui sera visiblement restructuré, mais ça avait rajouté du stress. Ensuite on a eu finalement, on se dit l'inflation ça commence un petit peu à baisser, parce que c'est vrai qu'elle avait quand même bien baissé au début de l'été aux États-Unis, un petit peu. Moi je m'attendais à ce qu'on le sente, mais en fait pas tant que ça. Justement, parce qu'en fait c'est une baisse de l'inflation, ça veut pas dire qu'on est en déflation. Il faut vraiment distinguer ces deux, c'est-à-dire que l'inflation c'est l'augmentation des prix. Oui. La déflation c'est la baisse des prix. Oui. Quand on te dit qu'il y a de l'inflation, ça veut dire que les prix augmentent. Si on dit que l'inflation baisse, ça veut dire que l'augmentation des prix baisse. Ça veut pas dire que les prix vont baisser, ça veut dire que la vitesse à laquelle les prix augmentent diminue. Ah, ok. Pour que les prix baissent, il faut qu'on soit en déflation. Et très honnêtement, là, la déflation, on en est très loin. Et en plus, la déflation, c'est jamais voulu par les économies développées capitalistes. Pourquoi ? C'est qu'en fait, c'est le pire des scénarios. Parce que quand vous êtes en déflation et que les prix baissent,
En fait, le marché devient attentiste. En fait, c'est simple. Imaginez, vous êtes en déflation, vous achetez une voiture la semaine 1, la voiture coûte 1000. Si vous attendez la semaine 3, la voiture coûtera 900. Personne ne va l'acheter en semaine 1, tout le monde va vouloir l'acheter en semaine 3. Et en fait, c'est là où on détruit de la production de richesse vraiment de manière extrêmement importante. Et c'est pour ça qu'en fait, on ne veut jamais de déflation. C'est pour ça que les augmentations de prix que vous avez eues, en fait, elles ne baisseront pas. Pourquoi ? Parce que on pourra pas revenir en arrière. Alors peut-être qu'à la marge, si la tonne de blé elle était montée à disons 600 €, elle reviendra peut-être à 500, 400 €. Mais si elle était partie de 100 €, elle reviendra pas à 100 €. Ça c'est quasiment impossible. Donc l'augmentation des prix globale qu'on a eu, et notamment on l'a eu sur les loyers pour les investisseurs immobiliers, ça c'était plutôt bénéfique, même si ça a été plafonné. Mais on a eu une augmentation des loyers, on va pas revenir dessus. Personne ne rebaissera ses loyers une fois qu'ils ont été augmentés. Donc c'est pour ça qu'on ne verra pas d'effet de baisse de prix. En revanche, on pourra voir que les prix arrêtent un petit peu de progresser. Et l'essence par exemple, en vrai ça n'a pas tant bougé que ça. C'est vrai que l'essence, ça a à peu près stable depuis un an. Ça avait énormément monté fin 2022 quand il y avait eu des nouveaux plus hauts des dernières années sur les cours du pétrole. Après, il faudra que je retrouve. C'est Money Radar, je sais plus si je vous avais déjà parlé dans ce podcast. J'en ai déjà parlé. Ils ont sorti un super graphe que j'ai vu la dernière fois. Je pense qu'on tu nous le mettras sur Instagram. On le mettra sur Instagram. En fait, c'est sur l'année 2023 comment c'est réparti le prix que vous payez à la pompe pour 1 litre de gasoil ou d'essence. En fait, c'est extrêmement intéressant. Bon, naturellement, il y en a une moitié qui part en taxe pour l'État. Et en fait, le reste, ça se partage entre prix de production et marge des distributeurs. Donc, quand vous allez à Carrefour, Total, etc. Et en fait, on se rend compte que les taxes elles sont restées globalement les mêmes, et c'est vrai qu'il y a un moment où l'essence était assez chère et où les distributeurs ne prenaient quasiment aucune marge, j'étais genre 1 ou 2 centimes de marge par litre, et à un moment donné quand les prix du pétrole ont vraiment baissé et qu'on l'a pas vu à la pompe, en fait on se rend compte que les distributeurs ils se prenaient 16, 17, 18 centimes de marge par litre, ce qui est énorme, c'est-à-dire qu'ils ont fait 18 fois la marge qu'ils faisaient quand les prix étaient plus élevés. Donc c'est intéressant de voir que le prix du carburant c'est pas un bon indicateur parce qu'il est très manipulé par finalement un peu les grands industriels français qui décident de quel prix on va le vendre sur le marché français. Et sachant que justement on avait des grosses disparités par rapport à nos voisins européens à ce moment-là. Pour les entreprises, du coup, ça change quoi ? Qu'est-ce qui change ? L'endettement, non ? Ah, tu parles de l'augmentation des taux ? Ah oui, pardon, je sortais pas du caca. Exactement, tu passes de l'un à l'autre sans me prévenir. Du coup, j'étais là, pardon. What ? Oui, c'est ça. Qu'entends-je ? Et on en a peut-être un peu parlé déjà. On avait un petit peu rapidement parlé. Là, ce qui est important de voir, c'est que l'augmentation des taux elle a été brutale. Et en réalité, pour les entreprises, il y en a beaucoup pour qui ça n'a pas changé grand-chose, dans le sens où elles avaient emprunté à taux bas et leurs emprunts sont pas terminés, donc elles sont toujours à taux bas. Elles n'ont pas eu besoin de renouveler leurs emprunts pour l'instant. Certaines oui, mais il n'y a pas eu le fameux mur de dette qu'on pouvait entendre ici et là quand les taux ont commencé à augmenter. Un mur de dette, ça veut dire qu'en fait à un moment donné, vous devez renouveler en même temps énormément d'emprunts, ce qui fait que si vous aviez peut-être, vous étiez endetté de 1000 à 1%, naturellement quand vous devez renouveler les 1000, vous allez vous en réendetter à 5%. Et ça, c'est pas arrivé. En tout cas pour les entreprises. En revanche, c'est arrivé pour les États. Et notamment là cette année pour la France, c'est catastrophique. Je veux pas dire de bêtises, le chiffre exact, mais je pense qu'on a dû renouveler 300 milliards et 300 milliards qui sont passés de taux quasi négatifs à 4%. Et sur les finances de l'État, ça fait une énorme différence. Après, c'est pas que notre cas, c'est le cas de l'Italie également. Donc voilà, bon ça c'était une petite parenthèse sur les États, mais pour revenir aux entreprises, oui effectivement, elles ont plutôt bien vécu cette augmentation des taux. En plus, elles l'ont répercuté sur leurs marges, et finalement on voit que beaucoup d'entreprises ont augmenté leurs bénéfices cette année. Il y a peut-être uniquement certaines entreprises qui vont se retrouver, mais c'est là où vous avez toutes les valeurs de croissance qui sont très endettées et qui ont beaucoup de besoins en fonds de roulement justement, qui ont besoin de toujours prendre beaucoup de cash nouveau en permanence, qui là pour le coup vont peut-être voir leurs bénéfices futurs un petit peu rogné par cette augmentation des taux. Mais finalement, pour les entreprises, ça n'a pas été si catastrophique que ça. Après, si maintenant on reste sur des taux élevés pendant pas mal d'années, et là on revient sur le scénario qu'on disait tout à l'heure avec une inflation qui persisterait peut-être par un pétrole trop cher, là pour le coup, à échéance 2 ans, 3 ans, 4 ans, si on reste sur des taux à 5%, il y a pas mal d'entreprises qui vont à un moment donné tirer la gueule parce que
Simplement, elles vont vouloir peut-être réinvestir dans de nouvelles machines parce que leur outil de production aura besoin d'être renouvelé. Et là, pour le coup, ça va faire mal. Petit point crypto, du coup, pour finir. Allez, on va terminer sur le petit point crypto. Alors là, bull run, pas bull run? Ben, bull run, pas bull run, c'est toute la question qu'on se pose parce que partout on vous voit, oui, bull run 2024, bull run 2025. Alors, c'est un peu plus complexe que ça parce que il faut voir en fait déjà qu'est-ce qu'on va appeler vraiment le bull run. C'est-à-dire est-ce qu'on considère que le bull run, c'est simplement que sur une année le prix du Bitcoin est positif, ce qui est le cas sur l'année 2023 parce qu'on était assez bas, je crois qu'on était autour des 16-17 000 dollars au 1er janvier. Donc là, on est à 26, 27, 28 000 dollars à peu près dans ces eaux-là. Bah naturellement, forcément, depuis le 1er janvier, le Bitcoin est bien monté. Mais bon, c'est un peu. Il se consolide en fait. Il reste quand même dans les mêmes. Ah, il latéralise complètement. Bah en fait, on est sur. Là, pour l'instant, on est sur une fin de bear market. On a eu pour ceux qui aiment l'analyse technique, on a eu un signal de fin de bear market au mois de mars quand il est retourné sur des niveaux un peu plus élevés, ce qui montrait quand même qu'il y avait de la demande, qu'il y avait des acheteurs. Il latéralise maintenant depuis le mois de mars et en fait maintenant ce qu'on attend c'est qu'il casse à nouveau cette espèce de... Donc on appelle un range, c'est simplement que vous avez les prix qui touchent plus ou moins un point haut. Donc là le point haut c'était aux alentours des 30 000 dollars et ils redescendent ensuite et ils redescendaient autour des 20 000 dollars à peu près. Donc on avait ce grand écart de prix entre l'un et l'autre qui faisait qu'il se passait pas grand chose. C'était génial pour les investisseurs qui décident d'accumuler des crypto-monnaies et notamment du DCA. Ouais, j'allais dire du DCA, c'est ce qu'on fait justement. Ça c'est génial parce que en fait si on a un peu malin, on décide de plutôt attendre qu'il soit un peu plus vers le bas du range pour mettre un peu plus et quand il se rapproche vers le haut, on met un peu moins. Ça permet d'essayer d'avoir un prix moyen qui soit plutôt sur le bas du range que le haut. Bon, ça c'est un peu plus technique, mais ça peut être une stratégie. Et d'après les analyses, il pourrait se passer quelque chose d'ici le début de l'année 2024. On parle du halving. Alors, je me souviens de ça. Tu peux expliquer ce que c'est halving déjà? Le halving, c'est tous les 4 ans quand les validateurs des transactions voient leur récompense divisée par 2. D'accord. Et en fait, il faut qu'il y ait un certain nombre de blocs qui soient minés pour que on arrive à ce fameux halving. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'avais dit une bêtise parce que je sais plus où j'avais lu que le halving était plus ou moins anticipé pour le mois de novembre 2024. En fait, ça sera pas du tout pour le mois de novembre. Je pense qu'il reste moins de 200 jours à peu près. Vous pouvez trouver des compteurs sur internet. Et s'il reste 200 jours, ça devrait dire qu'on serait plutôt aux alentours de avril-mai 2024. Et le fait que tout le monde regarde et se dise oh putain, il va y avoir le halving, ça le déclenche pas? Non, parce qu'en réalité, le halving, c'est pas vraiment un catalyseur pur. C'est-à-dire qu'effectivement, à chaque fois qu'il y a eu un halving derrière, on a eu un bull run, mais c'est pas uniquement le halving qui font que les gens vont en acheter parce que ça a pas de sens. Ok, bon, il y a une diminution de la rémunération des mineurs. Ok, ça anticipe le fait que le prix va augmenter derrière parce que le mineur, faut quand même qu'il soit toujours rémunéré à peu près pareil pour valider ses transactions. Ok, sauf que c'est pas aussi simple que ça et c'est pas ce qui fait que va y avoir des grands investisseurs qui vont venir en acheter. Ce qui fait ça, c'est plutôt la baisse de valeur du dollar. Et c'est là où on revient un petit peu et on fait le lien avec plutôt les marchés financiers plus traditionnels où en réalité pour l'instant on a un dollar qui est plutôt fort par le fait que les taux de la banque centrale américaine sont élevés. Quand la banque centrale va commencer à rebaisser ses taux, c'est-à-dire qu'elle va affaiblir un petit peu le dollar. Pourquoi on parle de valeur du dollar? C'est-à-dire que il faut bien savoir qu'un dollar, c'est une dette que vous avez auprès de la banque centrale américaine. C'est-à-dire que quand vous détenez un dollar, en soi, vous pouvez le déposer à la banque centrale américaine et obtenir le taux d'intérêt de la Fed. Donc là actuellement, je crois qu'on est à 5,5. Donc ça veut dire que si par exemple vous avez 1000 dollars, en théorie, bon, c'est pas aussi simple dans la pratique parce que vous devez passer par des banques, il y a des commissions et que c'est plutôt les institutionnels qui peuvent fonctionner ainsi. Mais si vous avez 1000 dollars, que vous décidez d'aller les déposer auprès de la Fed, et ben elle va vous les rémunérer à 5,5. Et donc ça veut dire que le dollar est fort et qu'aujourd'hui c'est intéressant d'avoir du dollar parce que si vous en gardez, ben vous avez 5,5% d'intérêt. Maintenant, si elle commence à baisser ses taux, naturellement ça va être moins intéressant d'avoir du dollar parce que si elle retombe à zéro par exemple comme c'était le cas il n'y a pas si longtemps, quand vous aviez du dollar et vous le déposiez auprès de la banque centrale, ça vous rapportait rien et donc vous subissiez l'inflation sur vos dollars de manière assez importante. Donc vous préfériez avoir d'autres actifs typiquement comme des crypto-monnaies qui sont très spéculatives. Donc c'est là où finalement si la banque centrale venait à baisser un peu ses taux dans l'année qui arrive, ça pourrait être un catalyseur plus intéressant, en tout cas pour les crypto-monnaies, que le halving. Et c'est pour ça qu'on se pose cette question un peu de date 2024-2025.
oui, si on n'a pas trop de baisse de taux en 2024, on peut envisager qu'il ne se passera pas forcément grand-chose sur le marché des cryptos et que ça se reportera un peu plus à 2025. Après, tout est toujours possible, hein. Il peut se passer des news qui font énormément un conflit israélo-palestinien peut-être. Ouais. Oui et non, ça c'est pas forcément quelque chose. Je pose la question si ça influe ça, mais je suis pas sûre en soi. Non, en fait c'est plutôt ça a pas influencé directement le marché des crypto-monnaies, ça peut par contre influencer la valeur du dollar, la confiance des investisseurs dans les États-Unis, s'ils s'impliquent ou non dans le conflit. C'est plutôt ça qui va être impacté et qui indirectement pourra impacter le marché des cryptos avec des investisseurs qui vont se retirer du marché des cryptos pour peut-être aller s'exposer à tel ou tel marché en fonction des news. Donc non, le marché des cryptos est pas très impacté par le conflit au Moyen-Orient, ni par les prix du pétrole d'ailleurs, mais il est beaucoup plus impacté par les politiques monétaires des banques centrales, ça oui. Et ces dernières peuvent par contre être influencées par ce qui se passe dans la géopolitique mondiale. C'est là où tout est très compliqué et que c'est parfois difficile de vraiment savoir sur quel pied danser. Ce que vous devez vraiment retenir pour un peu avoir une feuille de route et un peu des solutions si vous hésitez encore, c'est soyez patient, ne prenez pas d'effet de levier, accumulez plutôt des tokens principalement du Bitcoin et de l'Ethereum et dites-vous que si en 2024 ça part pas sur la lune directement, c'est pas très grave, ça sera probablement pour 2025. En tout cas, vu la demande qu'il y a sur le marché, le fait qu'on annonce des ETF, on mette en place des fonds, qu'il y ait un peu toute cette finance plus traditionnelle qui commence à s'ajouter, à venir sur le marché des cryptos et à mettre de la liquidité, ça amènera naturellement une augmentation du prix. Par contre, ce qui est très difficile, c'est de savoir jusqu'où on ira. Parce que c'est bien beau de dire, ok, on est en bull run, bon, ça veut juste dire que... Oui, mais c'est super dur à savoir, en fait. Ah, mais ça, c'est le plus dur, parce que bon, ok, aujourd'hui, il vaut 25, 26, 27 000 dollars. Oui, on le saura dans 2 ans quand est-ce qu'il a réellement commencé. Et puis surtout, jusqu'où il s'est arrêté. Parce que si demain, il est à 60, 70 000, 80 000, est-ce que c'est la fin? Est-ce que ça ira plus loin? Alors là, c'est un peu intéressant, parce que c'est là où chacun y va un peu de ses petites analyses. Et au final, c'est des analyses qui ne donnent pas grand chose, qui n'ont pas beaucoup de valeur parce que personne ne peut savoir, c'est juste pour peut-être vous donner des points de repère. Retenez bien qu'il faudra juste ne pas être trop gourmand. Oui, essayer de sortir à la bonne date. Oui, en fait, trop tard, et surtout ne pas sortir en une fois. C'est-à-dire que si vous avez appliqué cette technique simple du DCA, de accumuler des crypto-monnaies sur le long terme, faites pareil quand vous allez sortir. C'est-à-dire qu'au lieu de sortir à une date précise et de vous dire je suis sorti trop tôt, je suis sorti trop tard, sortez petit à petit. Comme ça au moins... C'est-à-dire quand on pense que le bull run commence ou quand... Quand on pense que le bull run commence à être très avancé en tout cas. Okay. Donc quand vous avez tout le monde qui vous en parle, que vous avez un peu d'euphorie, c'est le moment où il faut commencer à alléger vos positions, récupérer votre capital à minima, commencer à récupérer des plus-values, et quand ça commence à sortir aussi, normalement vous avez déjà sécurisé l'essentiel. Pour ceux qui n'ont pas commencé de DCA ou à prendre juste des positions comme ça sur les crypto-monnaies, tu penses que il y a encore un petit coup à faire ou pas? Je pense que oui, il y a encore un vrai coup à faire sur une fenêtre de 2 à 6 mois à peu près. Okay. C'est-à-dire que si le marché est très explosif et très nerveux dans 2 mois, peut-être que le bull run sera déjà parti, ça sera compliqué de rentrer parce que là, vous rentrez à 26, 27 000 dollars. Si vous rentrez à 30, 40 000 dollars, c'est déjà plus compliqué d'aller chercher la plus-value. Et c'est surtout qu'une fois qu'il est parti, que vous n'étiez pas dedans, c'est un peu trop tard. Là, en général, vous allez plutôt venir alimenter la hausse et en général, c'est sur votre dos que vont se faire les plus-values de ceux qui étaient là avant vous. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour des petites actus qu'on voulait, Exactement. Expliquer. On avait ça point par point, on a voulu apporter un peu des éléments de langage et dédramatiser parce que je pense qu'il y a beaucoup... En fait, c'est un peu le cerveau humain, il est plutôt attiré par la peur que par les choses positives. Donc naturellement, sur Internet, vous avez beaucoup de gens qui vous vendent de la peur sur le marché immobilier, sur le marché de la bourse, sur les crypto-monnaies, toujours des gens pour vous dire que ça va s'effondrer du jour au lendemain et que vous perdrez tout. C'est vraiment pas aussi simple que ça. Oui, puis c'est pas les meilleurs qui te disent ça, donc... Oui, après c'est même pas une question de savoir s'ils sont meilleurs, s'ils sont bons ou pas, c'est juste qu'à un moment donné il faut être un peu raisonné. Les marchés financiers ne vont jamais s'effondrer du jour au lendemain parce que si s'effondrent du jour au lendemain, c'est-à-dire que toute la société s'est effondrée. Donc c'est des fois un petit peu c'est quelque chose que je dis à mes clients des fois qui ont un peu peur que du jour au lendemain les marchés financiers s'effondrent. En fait, si votre choix c'est d'avoir
1000 euros en espèces ou 1000 euros investis en actions et que votre peur c'est de vous dire les marchés financiers vont tomber à zéro, si les marchés financiers tombent à zéro, les 1000 euros que vous avez en espèces ils voudront plus rien non plus, donc ça aura pas beaucoup d'intérêt de les avoir. Faut sortir quand même du système bancaire pour les plus suspicieux. Enfin, je dis ça, mais... En fait, c'est compliqué. Pour l'instant, on peut pas se passer du système bancaire. C'est surtout de ne pas en être dépendant à 100%. Oui, parce que la crypto, elle est pas démocratisée encore dans les pays comme la France, mais bientôt on paiera. Oui, mais en fait, c'est deux questions. C'est-à-dire que quand on veut se mettre à l'abri du système bancaire, c'est pas uniquement pour se dire que tout va s'effondrer. C'est plutôt pour les empêcher de contrôler notre patrimoine, notre capacité à acheter, à payer, c'est plutôt ça le risque. En fait, le vrai risque d'être 100% en banque, c'est pas que tout va s'effondrer du jour au lendemain, parce que si vous l'aurez en liquide, ça changera rien. Par contre, le risque de tout avoir en banque, c'est que si demain vous avez des réglementations qui vous disent que vous n'avez plus le droit d'acheter ça, ou alors vous avez un euro numérique qui vient tracer tout ce que vous faites, tout ce que vous achetez, ça c'est le vrai risque. Par contre, est-ce qui permet de dire qu'il ne faut pas être 100% dans les banques. C'est plutôt dans une optique de se protéger du contrôle que simplement de se protéger de l'effondrement. Parce que si l'effondrement vient, en réalité, c'est plutôt votre capacité à cultiver des carottes qui sera importante plus que ce que vous aurez caché sous le matelas, quoi. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense que là, on est bien arrivé au bout. En tout cas, je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'ici. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous ne l'avez pas déjà fait. Et je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt. Salut!